On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on jase politique. Chambly a été mise en tutelle. Réaction du mouvement citoyen de Chambly. Mais d'abord, parlons du temps des sucres partout en Montérégie et particulièrement dans la région de Mont-Saint-Grégoire avec l'érablière Charbonneau. Vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans les médias, puis je pense que ça fait 30 ans à ce moment-ci de l'année qu'on parle du temps des sucres. Certains diront que c'est peut-être un peu le jour de la marmotte, mais en même temps, il y a un petit côté parce que ça annonce le printemps, les oiseaux, on commence à entendre un peu les oiseaux, les cracouillis de la neige qui commencent à fondre. Puis, en bon Québécois que nous sommes, le temps des sucres aussi, c'est culturel, c'est dans notre ADN. Puis on est choyé ici en Montérégie, puis particulièrement à Mont-Saint-Grégoire avec plusieurs choix d'érablières. Bref, on fait le tour de la question. Deux invités. D'abord, François Trépanier, qui est directeur des communications et affaires publiques chez Tourisme Montérégie. Bonsoir. Salut, Éric. Accompagné de Mélanie Charbonneau de l'érablière Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous avez revêtu le costume d'apparat, si on veut. Absolument. Ça fait quelques fois que Mélanie et moi, on vient ensemble et je la voyais toujours avec sa belle chemise, donc je suis allé m'en chercher une, moi aussi. C'est bien. La Montérégie regorge d'endroits pour satisfaire un peu notre curiosité puis nos papilles. On connaît évidemment le pôle de Saint-Grégoire, puis on va y revenir dans quelques instants. Mais si on sort un peu aux deux extrémités de la Montérégie, la partie est vers Sorel ou la partie ouest vers Valleyfield et Vaudreuil, il y a aussi là des pôles intéressants à visiter. Absolument. Vers Sorel, un peu moins, on ne se le cachera pas, c'est pas le paradis des cabanes à sucre, mais si on s'en va complètement à l'opposé de l'autoroute 30 du côté de Rigaud, là, c'est le paradis des cabanes à sucre avec, entre autres, la sucrerie de la Montagne, qui est très bien connue. Pierre Fauché, qui est le propriétaire de la sucrerie de la Montagne, est un icône au niveau du Canada. Écoute, il a représenté notre pays aux Jeux olympiques, non pas dans un sport, mais pour représenter l'agrotourisme au Canada en tant que porte-parole du temps des sucres. Donc, endroit extrêmement populaire du côté de Rigaud avec des petites maisonnettes. Les gens peuvent dormir là-bas. C'est vraiment une expérience qu'on va vivre du côté, expérience complète du côté de la sucrerie de la Montagne. Il y a aussi l'Auberge des Galants qui ont leur sucrerie, la sucrerie des Galants, qui est également très reconnue. Et par la suite, là, on se dirige partout sur le territoire où on va retrouver quelques cabanes à sucre, mais c'est sûr que le pôle de Mont-Saint-Grégoire est le pôle le plus important à Montérégie. Parce que même dans la région ici, il y a Mont-Saint-Grégoire, mais il y a aussi des érablières qui sont réparties un peu partout, dans le Haut-Richelieu, dans le secteur Rouville ou même un peu plus loin. Absolument. Il y en a du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on pense au club de golf Vallée des Forts, le Pain de Sucre, qui ont leur érablière, pardon. Puis si on se promène un petit peu dans la vallée du Richelieu, là, du côté de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Marc-sur-Richelieu, avec la cabane à sucre Enfield, il y a la maison amérindienne du côté de Saint-Hilaire qui va vous offrir un repas de cabane à sucre réinventé à l'amérindienne. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais Saint-Grégoire demeure évidemment le pôle probablement le plus important avec des dizaines, voire des centaines de milliers de visiteurs annuellement. Oui, certains. On a commencé notre saison cette année le 23 février dernier. Donc, notre érablière est ouverte cette année jusqu'au 1er mai. C'est plus long que l'an passé? Bien, pour nous, on a ajouté quelques journées parce qu'on avait beaucoup de demandes. Les gens n'étaient pas capables de venir nous visiter parce qu'on fonctionne beaucoup avec réservation. Puis les week-ends sont plus populaires, donc on a extensionné vu la demande de certains groupes. Parce que là, actuellement, vous avez quoi, 5 ou 6 érablières au total à Saint-Grégoire? Vous êtes... oui, je pense qu'il y en a 5, oui. C'est ça, vous êtes 5 actives. Et effectivement, moi-même, on me passait le mot, bon, particulièrement les fins de semaine, je présume, des gens qui tentaient de réserver parfois les samedis et les dimanches, où c'était drôlement occupé, là. Oui, bien, les gens veulent tous venir en même temps. Hein? C'est sûr qu'on commence le 23 février. Cette année, c'était très froid, donc je pense que ça donnait peut-être moins le goût aux gens de venir à la cabane à sucre, mais c'était un temps idéal parce qu'il y avait beaucoup moins d'attentes, beaucoup moins d'engouement. Mais là, c'est sûr que les week-ends, c'est mieux de faire une réservation. Chez nous, et dans votre cas, vous, prenons l'exemple, quelqu'un qui veut aller, disons, avec sa petite famille, on est 8, 12, 15, 20 personnes, puis on va être là le dimanche matin à 11 h, là. On s'y prend combien de jours à l'avance pour réserver puis espérer avoir une place? Bien là, vous voyez, les gens... cette semaine appelaient pour ce week-end et il reste encore des plages horaires de libre, mais c'est peut-être pas celles que les gens préfèrent. 11 h, 11 h 30, midi, midi et demi, tout ça, c'est pas mal plein, mais nous, on commence à 10 h le matin. Donc, on commence comme avec un brunch, là, si les gens veulent déjeuner à la cabane à sucre. Et vous finissez à quelle heure le soir? Le samedi, on accepte des gens dans la salle à manger jusqu'à 20 h et le dimanche jusqu'à 19 h.
quand même. Oui. Donc, quelqu'un peut y aller soit le matin, le midi, ou même durant l'après-midi? Oui, toute la journée. L'un n'empêche pas l'autre. C'est un roulement. Les gens, ils peuvent venir toute la journée. Il y a des gens qui réservent à 3 heures parce qu'ils veulent manger à 3 heures. Ils peuvent venir faire les activités avant ou après, comme ils veulent. Bon, l'érablière connue sous le nom d'érablière Charbonneau, ça existe depuis combien de temps maintenant? On a acheté l'érablière en 2004, mais notre première saison a été en 2006. On a, on a fait beaucoup de rénovations. Wow. Oui, donc c'est notre 13e saison cette année. Wow. Et quand vous regardez la progression, justement, là, des 12 dernières années, là, c'est une croissance constante? Est-ce qu'on arrive même à la limite au maximum du nombre de places que vous avez dans la bâtisse, là, à moins d'agrandir? Mais c'est quoi le topo des 12 dernières années? Bien, en fait, chez nous, c'est de plus en plus populaire. Donc, si je me fie aux entrées, on a de plus en plus d'entrées. L'année passée, c'était notre année record. Il faut dire qu'il a fait très beau, très tôt. Puis, on a eu beaucoup de groupes, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. Donc, c'est sûr qu'un jour, on ne sera pas capable d'aller plus haut parce que ce n'est pas dans nos projets d'agrandir l'érablière. On trouve qu'on a une belle façon de fonctionner. On ne veut pas devenir une industrie non plus. On veut que ça reste convivial, familial. Puis on veut garder le cachet. Mais en même temps, l'opération cabane, c'est 3 mois dans l'année. Exactement. Je comprends que vous avez d'autres choses le reste de l'année, mais disons l'opération cabane, je présume qu'à un certain moment, on se dit, bon, est-ce que je vais agrandir parce que je suis complet 2-3 fins de semaine dans l'année? Tu sais, là, il y a comme... je présume là, que dans Bien, moi, j'aime mieux avoir une petite cabane pleine qu'une grande cabane vide. Je comprends. Non, je comprends tout à fait. C'est ça. Bon, quand je parlais tantôt, François, du nombre de visiteurs, bon, selon les chiffres avancés, on parle d'à peu près 800 000 visiteurs dans les cabanes à sucre de la Montérégie à chaque année. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup de monde. Montérégie, on est la première région au Québec au niveau des visites chez des entreprises agrotouristiques. Il n'y a pas nulle part au Québec où l'agrotourisme est plus populaire c'est la Montérégie vraiment qui est numéro 1. On a le temps des pommes qui surclasse un petit peu le temps des sucres. Mélanie est bien placée pour en parler également au niveau des pommes. Il y a beaucoup de monde du côté de Mont-Saint-Grégoire, mais il y a un petit peu plus de gens qui viennent aux pommes, mais le temps des sucres est le deuxième produit le plus populaire en Montérégie au niveau de l'agrotourisme, avec 800 000 visiteurs, ça en fait beaucoup. Puis les pommes, c'est combien? C'est 1 million, quoi? Presque. OK, donc, mais c'est pas très loin. Non, c'est ça, l'écart est... Puis comme Mélanie l'a dit, ça va de mieux en mieux pour les érablières. Là. Elle l'a dit, je suis content d'entendre ça. Puis nous, on l'entend aussi de nos partenaires touristiques, comme quoi la saison des sucres d'année en année va de mieux en mieux. Donc, d'après moi, le cap du million va se franchir assez rapidement. Comment on fait pour renouveler l'offre? Bon, parce que je le disais en introduction, de la cabane à sucre, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Donc, c'est sûr qu'il y a des attentes. Moi, si je m'en vais à la cabane à sucre, je m'attends à voir ça, puis ça. On peut me faire découvrir des trucs, c'est le fun, mais en même temps, si je n'ai pas mon grand-père dans le sirop et je n'ai pas mes omelettes, je n'aurai pas l'impression que je suis allé à la cabane à sucre. Donc, comment on fait pour rester dans le traditionnel, mais aussi peut-être des fois aller dans la découverte? Bien, moi, j'ai même pas de grand-père dans le sirop dans ma cabane. Ah bien là, ça va prendre des grands-pères dans le sirop. Mais regarde, j'ai un sucre à la crème chaud, j'ai la belle tarte au sucre que vous voyez là. On a nos pêtes de serre, c'est pas toutes les érablières qui ont les pêtes de serre. Fait que je pense que chaque cabane à sucre trouve son créneau. Bien, c'est certain que nous, on a ajouté quelque chose au menu, comme la tourtière et du ragoût de boulette, mais on a gardé tout ce qui était traditionnel, là, soupe aux pois, saucisse à l'érable, les omelettes, le jambon. Donc, tout ça, la base est restée là. Est-ce que durant le temps des sucres, le bâtiment qui occupe le verger en bas se transforme aussi un peu en cabane à sucre durant cette période-là? Oui, c'était mon prochain point. C'est qu'on a tellement de demandes, donc on a transformé notre crêperie au verger. Mars et avril, tous les week-ends, on fait des repas de cabane à sucre aussi chez mon père au verger d'Annie Charbonneau. Et en plus, ce qui nous différencie, c'est qu'ils ont une belle recette de mini côte levée à l'érable. Donc, au lieu d'avoir le ragoût de boulette comme chez nous, les gens peuvent avoir une petite différence entre les deux. C'est pour nous différencier aussi, là, parce que des fois, les gens sont un peu mêlés. Je vais-tu au verger aujourd'hui ou je vais à l'érablière? Donc, mais ça fait un circuit de toute façon. Mais il y a toujours le circuit à l'arrière là, avec le tracteur et tout ça. Donc, on peut se promener entre les deux places. Là. Oui. La balade en tracteur fait la navette entre les deux endroits. Donc, les gens viennent manger la tire à ma cabane à sucre, mais ils vont goûter le cidre au verger de mon père. Donc, c'est une belle échange. Bon. Et parmi les nouveautés en Montérégie, on voyait cette année la cabane du coureur. Oui. Là, on est dans le secteur de Belleuil-Saint-Hilaire. Oui. Donc, peut-être nous expliquer un peu en quoi c'est une nouveauté cette année. Bien, c'est une nouvelle cabane à sucre. C'est le Coureur des Bois, qui est le restaurant de l'hôtel Rive-Gauche, qui ont décidé d'ouvrir une cabane à sucre
où vraiment la spécialité, là, oui, on va servir le repas de cabane à sucre, mais on va avoir un 3 services, un 4 services, qui va être accompagné par une grande variété de vins. On le sait que le coureur des bois, pour ceux qui... Bien, on le sait, moi je le sais, mais pour ceux qui ne le savent pas, du côté de Belleuil, le coureur des bois a une des plus prestigieuses caves à vin au Canada. J'ai visité ça une fois dans ma vie, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant, donc beaucoup de sélections de vins. Donc, la cabane du coureur va faire également des accords mets et vins, accords cabane à sucre, avec des vins qu'on retrouve également en salle du coureur des bois. Puis qui dit cabane à sucre dit aussi forcément produits dérivés. Tu en as amené quelques-uns, Mélanie aussi. Peut-être, François, nous expliquer les trucs que tu as apportés aujourd'hui. Bien, rapidement, là, j'ai apporté une petite moutarde à l'érable du potager Montrouge de Rougemont. On a une bière à l'érable qui est ici du domaine Berthiaume à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sirop d'érable, il y en a partout. Il y a Pierre Fauché du côté de la sucrerie La Montagne qui fait des épices à saumon à l'érable. C'est une nouveauté. On a un petit beurre d'érable et on a les soins corporels l'herbier, pas trop loin de chez Mélanie à Saint-Grégoire. Produit pour la peau, des excellents produits. Guylaine qui fait un baume à lèvres à l'érable. Donc, vous allez pouvoir déguster tout ça. Qu'est-ce qui se vend le plus chez vous dans les produits dérivés? Quand les gens finissent là, la cabane puis qu'ils partent à la maison avec des trucs, là, ils ramènent quoi? Bien, je vous dirais 2 ou 3 choses, là, parce que nous, à la fin du repas, il y a le sucre à la crème chaud, puis on le vend à notre boutique aussi. Donc, il y en a beaucoup qui prennent ça. Le beurre d'érable puis la tarte au sucre. OK, donc c'est principalement ça qui fait Bien, ce que les gens goûtent vont souvent l'acheter. OK. Est-ce que la majorité des gens repartent justement et un peu excités là, de l'expérience, puis là, ils veulent se ramener un morceau de quelque chose à la maison? Là, de plus en plus. Nous, cette année, on a une nouvelle boutique qui est juste à côté de la salle d'évaporation où les gens mangent la tire. Donc, oui, c'est plus accessible que celle qu'on avait auparavant. Bon, là, vous aviez aussi Arbraska, qui, là, est ouvert sur réservation durant la période? Présentement, oui, mais à compter de la semaine prochaine, il va toujours y avoir un guide sur place. Donc, s'il y a des gens qui arrivent sans réservation, il va y avoir la possibilité de faire l'activité. Bon, là, les érables n'ont pas commencé à couler encore. Non, malheureusement, cette année, c'est plus tard que l'année passée, mais on peut risquer d'avoir une très belle saison encore là, si la température reste clémente d'une différence de 10 degrés. Bon. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'on a au programme là, pour les prochaines semaines, d'ici la fin de la saison? Mélanie, tantôt, parlait du 1er mai. Donc, dans le fond, quelqu'un qui veut s'aventurer un peu, il y a quoi? Monescapade.ca? Monescapade.ca, vous allez tout trouver. Il y a également des cabanes à sucre, là, je t'allais le mentionner, comme la cabane à sucre Enfield. On sait que les gens, il y en a de plus en plus qui sont végétariens, véganes. Bien, on va vous offrir une soupe aux lentilles à la place de la soupe aux pois. On va vous offrir un petit poisson pour remplacer la viande pour ceux qui n'ont pas de viande. Mais oui, écoute, jusqu'à la fin du mois d'avril, début mai, les cabanes à sucre sont ouvertes, monescapade.ca, vraiment, l'information est là. Et profitez-en justement pour pas juste aller à la cabane à sucre, vous allez chez Mélanie, bien, allez faire un tour au verger, allez monter la montagne, puis allez passer une belle journée en Montérégie. Il y en a tellement à découvrir que vous allez être épatés. Oui, puis là, l'hiver a été long, froid. Ouais. Les gens ont hâte de passer à autre chose. Je crois que c'est probablement aussi... Oui, bien, je pense qu'on donne le go ce soir. Oui, ça l'aide pour le moral. Tout à fait. Bien, merci à vous deux. Bonne saison. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de Chambly. Chambly, la ville qui a été mise en tutelle il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle des fonds de Chambly. Oui, avec coach Jean-Daniel Saint-Martin et monsieur le président Marc-André Houle. Voilà. Et on voulait encore s'entretenir avec Robert Kraft, mais il n'était toujours pas disponible, François. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Les choses se sont bousculées assez rapidement du côté de Chambly. On sait que ça fait quand même un certain temps. En fait, depuis la réélection du maire qui a quand même été réélu pour un 4e mandat en novembre 2017. Et puis là, mouvement citoyen qui s'est créé, il y a eu une certaine grogne populaire sur différents enjeux dont on pourra parler peut-être durant l'entrevue. Mais il y a eu, au cours des derniers jours, l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, qui est débarquée un beau matin à Chambly. Et dans les heures qui ont suivi, la nouvelle ministre des Affaires municipales du gouvernement de la CAQ a décidé de mettre la ville en tutelle. Donc, deux nouvelles dans une même journée. Donc, question d'avoir un peu la réaction du mouvement citoyen de Chambly. Donc, on a invité Mme Julie Daigneault. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Avez-vous été surpris quand vous avez appris dans la même journée que l'UPAC débarquait le matin et que Québec mettait la ville en tutelle dans l'après-midi? Bien, surprise du moment, oui. Puis vous comprendrez qu'on n'a pas eu d'appel, il n'y a personne qui nous a prévenus. C'est sûr que quand on apprend que l'UPAC est là, c'est toujours une surprise, même si on sait qu'il y a quand même une enquête, qu'il y avait une enquête de la commission municipale qui se passait. On sait que les oreilles sont tout grandes ouvertes vers Chambly, les yeux sont rivés là. Donc, c'est certain que c'est un étonnement que ça se passe, que ce soit l'UPAC qui débarque en premier à Chambly et non pas des résultats de l'enquête de la commission municipale. Oui, ça a été une surprise. Bon. Le mouvement citoyen de Chambly, il a pris naissance quand et comment et pourquoi? Le mouvement citoyen de Chambly a pris naissance en février 2018. Différents dossiers. Suite à l'élection, il y avait entre autres l'enjeu de la web-diffusion du conseil. Ouais. Donc, on a été partie prenante sur ça. Ensuite de ça, il y a eu toute la question des règlements de zonage et d'urbanisme à Chambly, pour lequel le mouvement citoyen s'est opposé. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les gens comprennent qu'est-ce que c'était ces règlements-là, qu'est-ce que ça avait comme impact dans la ville, et il y avait comme enjeu majeur toute la sauvegarde de l'ancien golfe de Chambly. Donc, ces règlements-là, qui étaient des règlements qui englobaient, entre autres, tout le développement de cette zone-là, était un dossier très, très important pour nous parce qu'on veut préserver avec d'autres citoyens, entre autres avec Dernier Espace Vert, cet espace qui est précieux, qui est à Chambly. Bon. Il y a eu aussi l'ambiance au conseil, des mises en demeure envoyées à des citoyens. Bref, ça a un peu irrité les gens. Effectivement, mais probablement, je pense que devant le fait qu'on dénonce ces choses-là, qu'on s'implique énormément dans ces dossiers-là, il y a eu de l'envoi en avril dernier de 4 mises en demeure à 4 citoyens pour avoir parlé et, selon la Ville, fait de la diffamation envers la Ville et son maire. Bon. Il y a eu aussi, au cours de la dernière année, la démolition de la fameuse maison en question. Oui. Où ça aussi, ça s'est passé quand même assez rapidement, une maison à laquelle les gens tenaient beaucoup. Bien, on se rappellera que dans un des engagements électoraux de l'équipe d'Action Chambly, il y avait de préserver cette maison-là, de la restaurer. Il y a eu l'implantation des orodateurs pour pouvoir amasser des fonds. Et le 22 novembre dernier, le matin, on a commencé la démolition. C'était juste avant la diffusion de l'émission Enquête, dans laquelle aussi il y a eu des choses qui ont été révélées sur la ville de Chambly. Bon, là, on se retrouve maintenant en mars 2019. Bon, l'UPAC débarque. Je comprends que le mouvement citoyen peut reprocher un certain nombre de choses à la ville ou au maire ou au conseil en soi. En même temps, si l'UPAC débarque dans une ville, c'est pas parce que le maire est fin ou pas fin, là. C'est parce qu'on soupçonne probablement quelque chose. Ça a été évoqué dans les médias. Je sais que le maire lui-même, qui est en congé de maladie, a réagi par téléphone avec Yves Poirier de TVA. On a entendu quelques réactions aussi. Mais là, vous, à partir de maintenant, quand vous voyez que l'UPAC débarque, la ville est mise sous tutelle, à partir d'aujourd'hui, il va se passer quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens de la tutelle qui vont s'occuper de la ville pendant un certain temps? En fait, il faut comprendre que pour nous, on avait d'abord des contacts avec la commission municipale. Ouais. Ça, c'est la première des choses. L'UPAC ne nous avait pas contactés, puis c'est pas nous qui avons... nos enjeux n'étaient pas là parce qu'on en était surtout au niveau des mises en demeure puis des règlements à un autre niveau. C'est certain que ce qu'on veut, que ces gens-là, c'est... Si l'UPAC est là, c'est parce qu'il y a réellement quelque chose en dessous, où il y a des doutes. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent au fond de ce dossier-là. Je pense que la ministre a été très claire aussi. Elle veut redonner confiance aux citoyens. C'est aussi notre objectif d'informer au mouvement citoyen. C'est aussi pour que les citoyens aient confiance en notre administration municipale. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait lumière qui soit faite, qu'on ait réponse à nos questions et que ce soit la commission municipale ou maintenant avec l'UPAC, puis que la tutelle amène ces réponses-là à nos questions. Est-ce que c'était facile ou difficile de mobiliser les gens? Parce que parfois, vous savez, la politique municipale, il y a plus de 50 des gens qui ne votent même pas. Oui. Puis même dans ceux qui votent, il y en a qui suivent ça un peu, mais la majorité suit ça une fois ou 4 ans. Puis en autant que les ordures sont bien ramassées puis que le compte de taxes ne monte pas trop, sinon,
on ne suit pas ça beaucoup. Effectivement. C'est pas simple. Mais je pense qu'il y avait quand même des petites lumières qui s'allumaient chez les citoyens à Chambly. Le fait que le mouvement citoyen ait informé la population, ça a contribué. C'est sûr qu'on n'est pas le seul acteur à avoir informé la population, mais je pense que ça a contribué à sensibiliser les citoyens de Chambly sur ce qui se passe à Chambly. Il y a eu l'émission Enquête, qui a été quand même un gros morceau, qui a permis, je pense, aux gens qui peut-être ne nous entendaient pas ou ne nous écoutaient pas, de voir qu'il y avait possiblement autre chose de plus gros que ce qu'on disait nous aussi. Donc, je pense que la conversation téléphonique qui a été enregistrée par M. Girard a donné quand même l'ampleur un petit peu des relations qui pouvaient exister entre des organisations, des citoyens et puis l'administration, les élus. Mais c'est la somme des choses. Même, on regarde même, je reviens encore à la démolition de la fameuse maison, où l'ancien candidat du Parti québécois, Christian Picard, s'était pointé là pour tenter d'arrêter la grue, s'est fait arrêter, accusé et tout ça. Mais là, finalement, ce dossier-là semble avoir été... C'est clos. Donc, je pense que la plainte a été retirée. Bon, ce qui lui aurait probablement imposé une défense et des frais d'avocat quand même assez exorbitants. Donc, ça aussi, je pense que les gens voulaient se mobiliser pour l'aider, mais finalement, la situation n'arrivera pas. Donc, bref, c'est un peu la somme de tout ça qui a créé la mobilisation, le rassemblement des citoyens? Je crois que oui. Je crois qu'aussi, c'est les citoyens, le mouvement citoyen, c'est des gens qui faisaient probablement affaire avec la Ville. C'est certain qu'il y a sûrement des employés qui ont dénoncé aussi des choses pour que l'UPAC soit là. C'est parce qu'il y a quand même un ensemble de personnes qui ont dénoncé ou qui ont rapporté des faits pour qu'on en arrive à avoir tous ses yeux rivés puis que la ministre aussi s'en mêle rapidement. Est-ce que pour vous, j'aime pas le terme victoire, mais est-ce que le résultat de voir l'UPAC débarquer et que le gouvernement mette la Ville en tutelle, est-ce que pour vous, soit ça vient vous donner un peu raison, ou à la limite, on se dit, bien finalement, on n'a pas tout fait ça pour rien, là. Ça a donné quelque chose, là. Je pense que c'est comme vous le dites, dans le fond, c'est ni une victoire, c'est ni nous donner raison, parce qu'on ne le sait pas encore, il n'y a pas de conclusions qui sont apportées, mais c'est de se dire, oui, effectivement, on n'a pas fait ça pour rien. On avait raison d'avoir des préoccupations puis de vouloir des réponses à nos questions. Donc, mais on les attend toujours, ça, on les veut. Ouais. Mais je pense que c'est de se dire que la démocratie, c'est pas une fois aux 4 ans. On ne va pas voter pour laisser ensuite nos élus prendre toutes les décisions qu'ils veulent. Comme citoyens, on a, je pense, le devoir de suivre ce qui se passe et on a un droit de poser des questions puis de comprendre et d'avoir des réponses aussi. Bon. Il faut expliquer un peu aux gens ce que c'est une mise en tutelle, parce que les gens voient ça un peu là, dans les médias, ils disent, bon, OK, là, il se passe quoi? Dans la vraie vie, la Ville continue de fonctionner, le Conseil continue de fonctionner, vote des résolutions. À la seule différence ultime, c'est que normalement, quand une résolution est votée, le greffier puis le maire signent la résolution et elle devient effective. Là, dans le cas d'une mise en tutelle, c'est le tuteur nommé par Québec qui va, dans le fond, autoriser ou non, qui va, en fond, entériner ou ne pas entériner les décisions prises par le Conseil. C'est un peu comme un enfant qui aurait un tuteur, dans le fond. C'est qu'on appuie, dans le fond, l'administration municipale et les élus. Va faire tes devoirs, on les accompagne. Puis après, je vais voir si c'est correct. Exactement. Là. Après, je vais voir si c'est correct, puis je vais voir si j'autorise, ou je vais vous retourner faire vos devoirs. C'est ça. Donc, c'est un peu ça le principe de la tutelle. Bon. Oui. Là, d'ailleurs, au moment d'enregistrer l'entrevue, on est mardi, donc l'émission que vous regardez va être diffusée mercredi soir. Donc là, vous, ce que je comprends, c'est que ce soir, il y a un conseil qui est prévu, c'est ça? Oui, ce soir, il y a un conseil, une assemblée du conseil qui est prévue. Donc la première depuis la mise en tutelle. Notre première depuis la mise en tutelle. Et là, il va se passer quoi ce soir? Vous allez aller poser des questions à qui? Aux élus? Aux élus. En fait, la commission municipale, théoriquement, n'est pas présente au conseil municipal parce que la Ville continue de fonctionner, les élus continuent de siéger et la révision va se faire après l'assemblée du conseil. Okay. Donc, ce soir, théoriquement, on a tous nos élus qui vont être là, qui vont siéger, qui vont prendre des décisions comme dans un conseil normal. Le maire est toujours en congé de maladie, donc c'est M. Roy qui agit comme maire suppléant. Et c'est quoi les enjeux de l'heure? C'est quoi les questions que vous avez envie de poser à ce conseil-là? Bien, on veut savoir c'est quoi l'impact de la tutelle dans le quotidien de la Ville. Est-ce que les tuteurs sont là présents quotidiennement? Est-ce qu'ils vont être au conseil? Qu'est-ce que ça va? C'est quoi l'impact pour notre Ville dans son quotidien? C'est quoi les impacts pour les citoyens aussi? On sait que la commission municipale aussi qui est là. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'il y a d'autres processus, d'autres procédés, d'autres enquêtes qui se font à Chambly? On veut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a toute la question aussi de la levée, du retrait au niveau des mises en demeure et des poursuites. Donc, la commission, avec la tutelle, il y a eu un retrait des procédures judiciaires. Donc, on veut avoir aussi des explications. Lesquelles, comment, à quel moment, est-ce que ça doit être entériné aussi par le Conseil? Donc, ce sont des questions qu'on souhaite poser ce soir au Conseil. Bon.
Je le disais tantôt, le maire est en congé de maladie depuis quand même un certain temps. M. Lavoie, qui est quand même un ex-policier et avocat aussi, donc qui est quand même là depuis 4 mandats mais maintenant. Est-ce que l'ambiance a changé depuis qu'il est absent, depuis que c'est M. Roy qui est maire suppléant, ou si c'est à peu près le même genre d'ambiance ou d'attitude qu'on a au Conseil? Vous savez, les citoyens qui sont là, qui s'expriment, ce sont des citoyens qui se documentent très bien. Je suis toujours étonnée de voir le respect que les citoyens ont envers leurs élus, de voir comment ils préparent leurs questions, comment ils les documentent. Ils connaissent la vie de la ville. Ils veulent en savoir plus, veulent avoir des réponses, veulent comprendre, voudraient dialoguer avec leurs élus, mais peu importe qui siège à l'heure actuelle, que ce soit M. Lavoie ou bien que ce soit M. Roy, le maire suppléant, il n'y a pas ce dialogue-là. On ne sent pas l'implication de l'ensemble de nos élus. OK. Donc, vous n'avez pas réponse à vos questions nécessairement, non. alors? Non, il n'y a pas de dialogue. Puis nos élus, nos conseillers non plus ne nous donnent pas de réponse. On peut pas... Quand on leur pose des questions, ils ne nous répondent pas parce qu'il est de la prérogative du maire ou du maire suppléant de leur laisser le droit de répondre. Pensez-vous que les derniers événements vont changer l'attitude des élus ou du maire suppléant? Bien, c'est souhaitable. Vous allez le voir ce soir, peut-être? Bien, c'est ça, il y aura un premier contact ce soir. Mais c'est sûr que quand on regarde l'esprit de la loi, de la nouvelle loi 122 qui vient d'être, qui est passée, qui vient d'être mise en application, c'est aussi d'avoir une participation citoyenne. Donc, je pense qu'il faut que les tuteurs puissent insuffler à nos élus cet esprit de la loi-là et d'appeler la participation citoyenne. Madame Daigneault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Jusqu'au 30 mars, au Café-Théâtre de Chambly, on présente la pièce « Incendie » de Wajdi Mouhamad. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires un peu partout sur le territoire pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.